monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre en direct de la maternité des Noriers pour une émission spéciale dédiée à vous, futurs parents. Cette émission est retransmise en ce moment sur la plateforme norier-mater.tv et sur le site de notre partenaire Family. Alors cette maternité, elle a été fondée en 1965. Elle fait aujourd'hui partie de l'hôpital privé de Vitry. L'année dernière, près de 1400 mamans y ont accouché et quasiment autant d'enfants y ont poussé leur premier cri. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le parcours de grossesse au sein de cet établissement, les services proposés aux futures mamans et les activités des professionnels qui les encadrent. Cette émission sera ponctuée de reportages et nous retrouverons ensuite en plateau les médecins, sages-femmes, gynécologues, ostéopathes et les patientes qui ont accepté de témoigner pour nous parler les uns de leur métier et pour les autres de leur grossesse. Cette émission, vous pouvez bien sûr y participer en envoyant vos questions via le Twitter #maternité-norier. Nous relayerons vos questions aux professionnels qui y répondront en temps réel. Et puis sachez qu'en visionnant cette émission, vous pouvez également gagner des Sophie la girafe. Mais sans plus tarder, place au direct. La première partie de cette émission est intitulée « Avec vous tout au long de votre parcours ». Nous allons donc évoquer la prise en charge des patientes ici à la clinique des Noriers. Et pour cela, ont pris place à mes côtés des mamans et des professionnels. Je me tourne tout d'abord vers vous, Madame Leduc et Madame Corbière. Bonjour. 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 Vous êtes toutes deux de futures mamans. Je crois que vos bébés devraient arriver d'ici quelques semaines, c'est cela ? 6 semaines, oui. 6 semaines aussi. Donc vous devriez vous croiser en salle de naissance. Normalement. On devrait. Si tout va bien. Vous êtes suivis ici au Norier et vous allez pouvoir nous expliquer comment se passent vos grossesses respectives. Et pour étayer, préciser vos propos, des soignants sont également présents. Nous sommes entourés de 3 sages-femmes, Madame Odette Mensa, Madame Pascale Cluzot et Madame Jocelyne Launay. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour. Un gynécologue, le docteur Attal, et un ostéopathe, Nicolas Maléco, viendront également nous rejoindre en plateau. Avant d'échanger ensemble, je vous propose tout d'abord de découvrir un premier reportage. Il est consacré au premier pas, au premier contact des mamans ici à la clinique des Noriers. Bonjour, Odette Mensa, une des sages-femmes de la clinique depuis 2004. Actuellement, je suis sage-femme en libéral et moitié libérale et moitié salariée de la clinique. Donc j'assure les consultations prénatales et les suivis des explorations des femmes en fin de grossesse. Il faut dire que la grossesse est un moment un moment unique pour la femme. Du coup, on essaye d'être beaucoup à l'écoute. La plupart du personnel est bilingue. On parle tous un peu le français, l'anglais, l'arabe. On s'appuie sur ce multibilinguisme du personnel. Nous avons pour priorité aussi, c'est le choix des familles, adapter le parcours du soin par rapport à ce qu'eux, ils désirent. Nous privilégions la communication, l'écoute et l'échange entre les patientes. Pour cela, donc, la maternité propose un outil interactif pour faciliter ces échanges-là. Cette application permet à la patiente, au final, de rester en lien avec la maternité. Elle peut suivre son dossier de chez elle par le biais de cette application. Bonjour, je m'appelle Lamia, je suis chargée relations patientèle. Donc moi j'interviens tout au début de la grossesse. Je reçois la patiente pour son inscription en maternité. Mon rôle est de présenter l'établissement ainsi que les professionnels de santé. Je prends le temps de leur présenter tous les services et les moments d'échange proposés aux jeunes parents. J'accompagne la patiente dans ses démarches administratives pour les préinscriptions, pour la prise en charge mutuelle, pour lui établir un devis, pour les formulaires administratifs. Mon rôle à la maternité est de rassurer la patiente et de la guider dans son parcours de grossesse.
La particularité de la maternité des Noriers, c'est que nous disposons d'une application qui s'appelle Materniteam. Alors, la patiente peut, à travers l'application, accéder à ses rendez-vous de consultation, visualiser ses échographies passées à la clinique, retrouver toutes les informations concernant son parcours de grossesse. Je vois la patiente la veille de sa sortie pour m'assurer du bon déroulement de son séjour et même après je la rappelle chez elle justement pour voir comment s'est passé son retour à domicile. Voilà pour ce premier reportage. Odette Mensah, vous êtes sage-femme libérale et salariée. On vous a découvert dans le reportage. Vous recevez assez rapidement les patientes qui se présentent à la clinique. Dans quel état sont-elles lorsqu'elles prennent contact avec vous? J'imagine qu'elles sont partagées entre plein de sentiments très différents. Oui, elles arrivent avec la plupart du temps la sensation d'être uniques dans un moment unique à elles. Nous leur beaucoup d'excitation aussi et de l'angoisse qui s'ajoute à tout ça, ne sachant pas trop à qui s'adresser au départ, mais quand on les reçoit, notre rôle c'est aussi en même temps de rentrer tout de suite dans la communication avec elles. Oui, parce qu'il va y avoir un changement, il y a un changement physique, il y a un changement psychologique qui s'opère à ce moment-là. Exactement, un grand remaniement de tout au niveau psychologique, matériel, physique, de la famille, parce qu'il y a un être qui rentre dans le couple. Donc papa et maman sont dans cet état d'excitation absolue. Madame Leduc, vous attendez votre premier enfant. Pourquoi avoir fait le choix d'une clinique plutôt que d'un hôpital ? Pour le confort, tout d'abord, je voulais être chouchoutée, en fait. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté aussi pour avoir une chambre individuelle. Et puis pour, évidemment, les prestations que la clinique propose plutôt que l'hôpital public. Pascal Cluzot, vous êtes la sage-femme cadre. On est ici, effectivement, dans une petite structure qui peut se permettre de chouchouter les mamans ? Oui, tout à fait. C'est une structure au niveau plutôt confidentiel et familial. On fait en sorte de pouvoir satisfaire les besoins de la famille, parce qu'on prend en charge la maman, mais aussi leur entourage, donc le papa et le reste de la famille. Bien évidemment, on respecte des règles, mais c'est vrai que les chambres particulières, pour les mamans qui le demandent, c'est une priorité pour nous. Et si, par malheur, la chambre particulière n'est pas attribuée dès le jour de la naissance, de toute façon, on fera le nécessaire pour que le lendemain, le changement soit fait. Donc, on essaye vraiment de chouchouter, effectivement, nos mamans. Alors, ces mamans, il faut, j'imagine, les rassurer. Et ça commence par le fait tout simplement de les encadrer déjà dans leur démarche administrative. Et Lamia est présente. Complètement. Alors, Lamia est donc la jeune femme qui est chargée de patientèle. Et on encourage vivement les futurs parents de la rencontrer en début de grossesse pour qu'elles puissent essayer de comprendre les prises en charge sécurité sociale qui est toujours à 100%, mais tout ce qui est prise en charge mutuelle. C'est un peu compliqué, la mutuelle, pour tout le monde. Donc Lamia est là pour ça et pour faire en sorte que ces futurs parents puissent sortir d'établissement avec un reste à charge 0 €. Donc oui. Voilà, elle est là pour ça. Donc c'est un peu barbare comme principe, mais il faut absolument que les parents soient sereins quand ils viennent accoucher. Parce qu'ils veulent avoir forcément une idée du devis, de ce qu'ils vont payer, de ce qu'ils vont pouvoir être remboursés. Tout à fait. Et c'est vraiment le parcours du combattant pour ces couples, parce que les mutuelles, c'est quand même un peu particulier pour comprendre les pourcentages, les remboursements, etc. Madame Leduc, vous le confirmez, lors de votre inscription, vous aviez besoin aussi d'informations sur toutes ces démarches administratives ? Tout à fait. Et j'ai été rapidement, renseignée grâce à Lamia qui m'a recontactée après rapidement en me donnant le devis exact des frais. Et puis en plus du devis, vous avez également, je crois, un dossier, une documentation sur la grossesse et puis même des conseils pour la valise. Ça arrive très tôt là. Tout à fait. Des conseils pour la valise, des conseils pour l'allaitement. Voilà, tous les noms des sages-femmes, leurs particularités. La maternité des Noriers, c'est aussi une maternité qui est connectée, qui surfe sur le 2.0. Pour preuve, l'application Materniteam a été développée ici et elle devrait être active très prochainement. Odette Mensah, cette application est maintenant présentée aux mamans dès leur inscription. Dès leur inscription, effectivement. Ça leur permet d'être en lien avec la clinique
de pouvoir... elles ont un bloc-notes aussi sur cette application. Elles peuvent noter les questions qu'elles ont chez elles. Parce que souvent, quand elles arrivent en consultation, elles peuvent oublier les questions qu'elles ont à poser. Elles sortent et il nous arrive des fois qu'elles reviennent en se disant « Ah, en fait, j'ai oublié de vous poser une telle question. » Alors qu'avec cette application, elles peuvent noter leurs questions et quand elles arrivent en consultation, elles ont toutes les questions et on y répond pendant le temps de la consultation. Je crois qu'il y a également les coordonnées des médecins, leurs photos aussi. Exactement, il y a les coordonnées, les photos. Elles ont aussi leur échographie, un grand plus qu'elles peuvent montrer à leur famille, toute l'échographie du premier, deuxième, troisième trimestre. Elles peuvent le visualiser sur cette application. Elles ont également les dates de leur rendez-vous mensuel, je crois. Exact. Elles peuvent visualiser leur rendez-vous via l'application chez elles, ce qui leur permet aussi d'être, nous en plus aussi, pour qu'elles puissent se présenter à leur rendez-vous, ne les oubliant pas. Ce service, c'est un plus, il est payant, gratuit ? Gratuit, totalement gratuit. Avant d'être mise en service, Maternity a été testée par une trentaine de mamans, dont vous, Madame Leduc et Madame Corbière. Madame Corbière, quelle a été votre réaction quand on vous a proposé de participer à l'équipe pilote ? Alors, j'ai été très ravie. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je suis, comme toutes les mamans, très intéressée par les applications sur les bébés. Et donc là, la maternité, en plus, qui innove dans cette ère numérique, me permettait justement de m'intéresser un peu plus au projet et à connaître un peu mieux la maternité. Donc j'ai été très, très, très ravie sur ce projet. Alors comment avez-vous participé à l'élaboration de cette application, Madame Leduc, peut-être ? À travers des réunions qui se déroulaient le samedi matin, ce qui permettait bien sûr de connaître davantage la clinique, mais aussi les futures mamans. Donc ça permet aussi d'avoir des repères de visage. Et puis, donc, c'est des réunions auxquelles on participe et qui, avec une grande réactivité, en fait, quand on faisait part de réflexions ou d'avis, on avait quand même, la semaine d'après ou quelques semaines après, des résultats concrets sur l'application. Donc ça, pour vous, pour qu'une application fonctionne, pour des futures mamans, il faut qu'il y ait quoi dedans ? Il faut qu'il y ait, on le disait, forcément les dates de rendez-vous, ce genre de choses. Madame Corbière, peut-être ? Alors, pour moi, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient importants, notamment au niveau de l'agenda, pour noter les rendez-vous, les rappels, les clichés d'échographie, pour pouvoir montrer dans mon entourage. Il y avait également les coordonnées des professionnels de la maternité, et puis la possibilité de s'inscrire aux réunions d'information directement depuis mon téléphone. Avec un peu de recul, aujourd'hui, vous estimez que ça peut être utile aux mamans ? Ah, tout à fait. Même indispensable, je dirais. Ce n'est pas un gadget de plus non, parce que ça fait partie de nos étapes en fait, avec la maternité. C'est l'accompagnement, je dirais même. Madame Leduc, vous avez pu en parler à d'autres mamans qui ne sont peut-être pas suivies ici à la clinique et qui n'ont pas accès à cette application ? Oui, tout à fait. J'ai été jalousée. Du coup, voilà, elles ont envie de... Elles vous ont envié. Mais c'est ça. Madame Cluzot, cette application, c'est un pas de plus, là aussi, vers la personnalisation de son accouchement ? Oui, tout à fait. Et pour nous, professionnels, ça va être aussi un plus par rapport à la prise en charge des patientes. Là, nous avons des mamans qui prennent en charge normalement, correctement dans leur grossesse, mais on a une patientèle sur Vitry qui, bien évidemment, connaît le web, connaît Internet, etc. Et cette application pourra être un jeu ludique pour leur permettre de suivre leur grossesse mieux. C'est un guide, en fait. C'est un guide. Voilà. Et certaines patientes ont besoin de ce guide. Même si pour vous c'est un plus, elles ont vraiment besoin de ce guide pour vraiment les faire venir au rendez-vous à l'heure. Et pour nous, sages-femmes ou gynécologues, ça nous permettra de voir si ces patientes respectent leur calendrier. Reste que l'application ne remplacera jamais une consultation avec un médecin ou une sage-femme. Et d'ailleurs, pour communiquer avec leurs patients, les professionnels de la clinique animent également chaque mois au Norier des réunions mensuelles. Elles ont lieu les samedis matins. Ce sont donc des réunions thématiques destinées aux futurs parents. Pascal Cluzot, quel est le but de ces réunions ? C'est informer, rassurer les parents ? Alors oui, ces réunions sont là vraiment pour informer et surtout rassurer les parents parce que
ils peuvent prendre ces réunions dès le début de la grossesse et tout au long de la grossesse, on a des réunions tous les mois, ça leur permet d'évoluer pas à pas sur leur prochain accouchement et sur la prise en charge à la maternité. Les questions ne sont pas les mêmes suivant les réunions. Et nous abordons différents thèmes. On va découvrir d'ailleurs quelques images de ces réunions. Qui sont les praticiens qui interviennent le plus? Alors, tous les praticiens interviennent, gynéco-obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, les sages-femmes interviennent également. Parmi les thèmes les plus souvent abordés, vous avez parlé des anesthésistes, forcément la prise en charge de la douleur. La prise en charge de la douleur avec les questions sur la péridurale qui sont récurrentes et sur la longueur de l'aiguille de la péridurale. Ça c'est vraiment quelque chose qui inquiète. Voilà. On a carrément toujours la même question, la longueur de l'aiguille. Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'on pourra coucher normalement? Alors, est-ce que ça fait mal? Est-ce que l'aiguille est si longue que ça? L'aiguille n'est pas si longue que ça et par rapport à une contraction, c'est quasiment rien. Voilà, donc péridurale, c'est bienvenu quand on est en travail. Jocelyne Honnet, vous êtes sage-femme, vous également salariée libérale. Lors de ces réunions, vous présentez également aux parents les cours de préparation à l'accouchement que vous animez. Ces cours, ce sont en fait des méthodes de préparation à l'accouchement. Oui, c'est des méthodes de préparation à l'accouchement avec aussi beaucoup d'informations parce que les patientes arrivent, même si ce n'est pas un premier bébé, il y a beaucoup de questions qu'elles se posent. Donc on est là pour répondre aussi aux questions, les informer, mais aussi avoir donc des méthodes assez spécifiques de relâchement musculaire, comme aussi essayer de libérer un petit peu toutes les tensions, pouvoir aussi leur donner confiance en elles, pouvoir avoir un relâchement qui leur permet de visualiser leur corps, de toutes ces modifications. Et de comment elles vont devoir s'adapter en fait, comment leur corps va devoir s'adapter et puis préparer l'accouchement par lui-même, bien évidemment aussi. Je crois que vous évoquez également avec elles les pratiques de relaxation. Vous êtes un peu spécialisée, on va dire, sur la sophrologie. Oui, la sophrologie est une méthode un petit peu spécifique où il y a beaucoup de points positifs pour la femme enceinte qui lui donne là vraiment une grande confiance en elle, c'est-à-dire qu'elle travaille beaucoup sur le positif, donc mettre en évidence tous les atouts positifs qu'elles ont en elles, dans leur caractère, dans leur vie, pour pouvoir s'en servir le jour de l'accouchement, parce qu'on est tous différents, on a tous des qualités différentes, donc mettre vraiment en exergue plus spécifiquement ce qui est leur propre qualité et leur donner donc des atouts pour pouvoir faire face à cet événement qui est important. Et il y a donc une préparation qui est à la fois physique et psychologique. La grossesse ou l'accouchement, c'est en fait une course de fond. C'est un marathon. C'est un marathon. Votre discours, est-ce qu'il s'adapte aussi bien aux mamans qu'aux papas ? Ah, bien sûr, les papas sont les bienvenus à tous les cours. Ce n'est pas toujours possible vu les activités professionnelles et la disponibilité au point de vue temps, mais généralement les papas se débrouillent toujours pour se libérer au moins un cours ou deux pour pouvoir accompagner leurs femmes, les aider. Et puis eux aussi sont un petit peu inquiets, donc ils aiment bien aussi avoir un contact avant avec l'établissement, avec ce qui va se passer pour pouvoir aider leurs femmes, être présents et avoir les bons gestes. Ils peuvent faire de la sophrologie eux aussi ou Ils aiment bien souvent. C'est vrai bien. Madame Corbière, vous en tant que future maman, vous avez participé à ces réunions. Qu'en avez-vous pensé ? Alors j'ai trouvé ces réunions très instructives, notamment parce qu'il y avait des échanges entre les professionnels de la maternité sur différents thèmes et également avec les futurs parents. À chaque réunion, il y avait différents thèmes, mais il y avait aussi plusieurs questions qui étaient posées et à chaque fois, il y avait des réponses en plus, voilà, qu'on pouvait obtenir de manière plus concrète à chaque fois. Pascal Cluzot, après chaque réunion, vous proposez également une visite de la maternité. Que montrez-vous à ce moment-là aux patientes ? Alors, en premier lieu, on montre le bloc obstétrical, le lieu de l'accouchement, parce que c'est vraiment ce qu'elles réclament. Enfin, ce qu'ils réclament d'ailleurs, même le futur papa, c'est très intéressant pour eux. La néonate aussi, la néonatologie, parce qu'effectivement, on a une petite néonatologie qui permet d'accueillir les enfants de 33 semaines jusqu'à 37 semaines, mais aussi, on en a besoin aussi pour certains bébés qui ont besoin de prendre une prise en charge en suite de couches bien spécifiques. Et on leur montre le service également avec la nurserie et les chambres. On va découvrir d'ailleurs quelques images. On peut croire que c'est anodin de visiter un établissement, mais ça a un sens. Ça permet peut-être aux mamans de se déstresser. Tout à fait. D'identifier les lieux. Ce qui déstresse les parents, c'est la salle de naissance. Ça, parce qu'on appelle ça un bloc d'accouchement et
c'est pas tout à fait un bloc comme un bloc chirurgical, mais c'est vraiment la salle de naissance, c'est un plus pour elle. Et il pose beaucoup de questions au moment du passage au bloc d'accouchement. Et je fais toujours intervenir les sages-femmes qui sont au bloc ce jour-là pour expliquer la prise en charge. Comme ça, elles voient une autre personne que moi, parce que voilà, moi je ne serai pas là pour l'accouchement. Et ça leur permet de voir d'autres professionnels. Madame Leduc, vous avez participé à l'une de ces visites. C'était important pour vous d'identifier les lieux ? C'était très important et c'est vrai qu'en sortant de cette visite à la maternité, on se sent vraiment beaucoup plus rassuré. On est vraiment familiarisé avec les locaux et on sait voilà, l'environnement. Vous avez repéré les lieux exactement. Pour ne pas vous perdre. Et pour papa aussi, ça le rassure en effet de savoir où est-ce que ça va se passer. Docteur Attal, vous êtes l'un des gynécologues de la clinique, vous nous avez rejoint sur le plateau. Que pensez-vous de ces réunions mensuelles ? Bien, tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent, vous l'avez compris, a pour objet de rassurer les patientes, que ce soit l'application Maternity, que ce soit les cours de préparation, que ce soit la visite de la maternité, la visite du bloc obstétrical. Tous ces éléments sont extrêmement importants. Madame Launay a souligné que la grossesse, c'est un marathon, une course de fond. Enfin, c'est un moment qui est évidemment unique et privilégié dans la vie d'une femme, dans la vie d'un couple. Mais c'est évidemment porteur d'un certain nombre d'inquiétudes. C'est toute l'ambivalence de la grossesse qui est à la fois sur le plan de la joie, du bonheur, de l'attente, et puis également de l'inquiétude. Donc tout ceci est extrêmement important parce que il convient de rassurer, il convient de poser les choses à leur juste valeur, à leur juste mesure. Il est certain qu'accoucher, ce n'est pas tout à fait banal. C'est porteur aussi de risques. Là, c'est le rôle du médecin de prononcer ce mot, mais on fait en sorte de limiter le plus possible ces risques en faisant en sorte à la fois d'informer et de prendre en charge les patientes selon les règles de l'art médical. Puis on le disait, les parents sont sûrement en demande de ce genre de réunion où ils peuvent poser des questions qu'ils n'auraient peut-être pas le temps d'évoquer avec vous en consultation. Oui, tout ceci est complémentaire. Il y a la consultation avec le médecin, la consultation avec la sage-femme, il y a l'abord de l'établissement sur le plan administratif avec la chargée de patientèle, il y a les cours de préparation. Tout ceci est évidemment complémentaire parce que les questions qui se posent ne sont pas toujours les mêmes. Et puis d'autre part, il faut pouvoir poser des questions à des moments extrêmement différents parce que bien souvent la patiente vient et dit « Ah ben j'avais une liste de questions mais je ne sais plus ». Et donc la question ressurgit à un autre moment. Il faut des moments de calme, il faut aussi des moments de convivialité, il faut des moments où effectivement en groupe on va poser des questions peut-être autres que celles que l'on est amené à poser quand on est en vis-à-vis ou en face à face. Et je crois également que le rôle, la présence des papas a été soulignée à la fois par les patientes qui sont ici et également par les sages-femmes. Il est vrai que les pères ont un rôle de plus en plus présent pendant la grossesse. Ce n'était pas le cas autrefois, mais maintenant c'est le cas. Les papas sont presque toujours là au moment des consultations et également au moment pour ces moments privilégiés que sont les échographies. Là, il est vraiment très très rare que la patiente soit seule à ce moment-là. En plus de ces réunions mensuelles, de toutes ces consultations, il y a également le traditionnel entretien du 4e mois qui est proposé. Je vous laisse découvrir un reportage qui lui est consacré et on en discute ensemble juste après. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Jocelyne Launay, je suis sage-femme en salle de naissance, mais je m'occupe aussi de la préparation à cette naissance, c'est-à-dire que pour accompagner les patientes, pour les informer, pour répondre à leurs questionnements et surtout leur donner une grande confiance en elles. Il y a donc 8 cours qui sont dispensés au sein même de la maternité. Ces 8 cours sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Le premier cours est un entretien qui se fait à partir du 4e mois, qui peut se faire jusqu'au 6e mois, qui est un entretien qui est individuel, c'est-à-dire qu'on a la patiente seule ou, ce qui est encore mieux, en couple. Et on va avoir un long dialogue avec ce couple pour savoir comment il se prépare à cette parentalité, savoir un petit peu
la façon dont ils vivent, leur poser des questions sur leurs inquiétudes, sur leurs angoisses, sur leurs projets, sur leurs aspirations, et savoir s'il y a certains domaines où on peut les aider, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui travaillent autour de la femme enceinte, donc savoir si éventuellement ce couple peut être aidé par exemple par une assistante sociale ou une psychologue ou une diététicienne ou un ostéopathe, enfin différents corps de métier qui sont là justement pour aider les couples et les femmes enceintes. Le projet de naissance, c'est essayer de personnaliser l'accouchement. C'est-à-dire que tous les gens sont différents, ont des aspirations différentes, donc on voudrait pouvoir répondre à leurs attentes et à leurs demandes. Donc bien sûr, on prévient le couple qu'ici c'est un milieu médicalisé. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qu'ils peuvent choisir. Donc ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur les positions, sur la participation du papa, sur la façon dont ils ont envie d'accueillir ce bébé. Ensuite, il va y avoir 7 séances qui seront, elles, faites en petits groupes, parce que ça favorise aussi l'échange et le partage avec les autres patientes. À chaque séance, il y a un thème particulier qui est développé. À chaque fois qu'on développe un thème, il y a une partie pratique et une partie théorique. La partie théorique, eh bien, c'est leur donner un maximum d'informations, parce qu'il faut aussi qu'elles sachent aussi tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe dans leur corps pour pouvoir réagir par rapport à tout ça. La partie pratique, eh bien, il y aura l'apprentissage des gestes, des positions pour le travail, pour l'accouchement. Il y aura aussi l'apprentissage pour la maîtrise des techniques respiratoires. Il ne faut pas qu'elle soit prise en charge, qu'elle n'ait pas l'impression d'être prise en charge totalement par l'équipe médicale, mais que c'est bien elle qui accouche et elle qui met son enfant au monde. Mais aussi dans leur suivi après, quand elles rentreront chez elles, comment on peut toujours les encadrer et les aider si elles ont des soucis. Et bien évidemment, à ce cours, on parlera d'allaitement. C'est la grande nouvelle fonction qui arrive et qui est très importante. Donc on parlera d'allaitement au sein, d'allaitement au biberon, les avantages, les inconvénients, leurs désirs, les aider, leur donner un maximum de conseils, les mises en situation et comment aussi on peut les suivre après et pouvoir les aider dans cette fonction qui n'est pas toujours simple. Jocelyne Launay, comme on le voit dans le reportage, cet entretien du 4e mois, c'est vous qui le dirigez. Il est obligatoire et surtout, il permet de faire le point avec la maman sur leur situation sociale, psychologique, professionnelle aussi. Oui, je veux vraiment insister sur le fait que cet entretien doit être un long moment de dialogue avec la patiente ou avec le couple, bien sûr. Parce que c'est très important de se mettre en confiance, parce qu'on va poser des questions qui sont quelquefois un petit peu personnelles. Donc, il faut qu'il y ait déjà un rapport qui se crée avec ce couple, qui puisse nous parler, nous expliquer un certain nombre de choses qui sont quelquefois un petit peu difficiles à exprimer, et pouvoir donc, après, dans ce sens, pouvoir les aider. En cas de problème, dépendance à l'alcool, à la cigarette, problème de poids ou même de violence, vous pouvez les orienter vers des spécialistes. Absolument. Donc tout ça, c'est bien structuré, c'est-à-dire que quand je découvre quelque chose, qu'il y a des choses tout à fait particulières, j'en réfère déjà à Madame Cluzot et ensemble, on voit ou l'assistante sociale ou la psychologue ou l'ostéopathe pour des choses moins grave sur le plan social. Et après, c'est Madame Cluzot qui s'occupe de mettre en place un accompagnement et de communiquer avec les gens qui peuvent aider ces patients. Alors, vous évoquez également avec les mamans le projet de naissance. C'est quelque chose d'assez nouveau, ça. Oui, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. D'abord pour les patientes, parce que ça leur permet d'avoir un accouchement le plus conforme possible à leurs aspirations et à leurs désirs. Et puis, bon, nous, ça nous fait vivre des situations très différentes, parce que les gens sont très différents, les demandes sont différentes. Donc, j'en parle beaucoup du projet de naissance au moment de l'entretien du 4e mois. Je leur explique ce que c'est. Et bien sûr, on ne peut pas... Les patientes me disent, mais c'est mon premier bébé, je ne sais pas... Mais c'est tout au long des cours de préparation qu'on va les aider, qu'on va élaborer ça ensemble, leur dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, parce qu'il ne faut pas oublier que le suivi médical reste primordial pour la sécurité de la maman et du bébé, bien évidemment. Madame Corbière, avez-vous élaboré votre projet de naissance ? Alors, c'est en cours. Avec mon mari, nous suivons les cours de préparation à l'accouchement qui, justement, comme disait Madame Launay, nous aident à préparer ce projet. Nous avons des petites idées. Vous pourriez nous en donner quelques-unes ? Par exemple, mon mari souhaitait faire du pot à pot avec le bébé. Moi également. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut qu'on vérifie au niveau de... comme ce n'est pas très concret, l'accouchement étant difficile à... On peut revoir ensemble, on les revoit ensemble. Mais c'est une manière de personnaliser l'accouchement, évidemment. C'est quelque chose qu'on va
qu'on va un peu plus réfléchir. En tout cas, vous dites bien aux patients, tout ne sera pas non plus possible au moment de l'accouchement. Il y a forcément des surprises le jour J. Il est bien évident que notre premier souci, c'est que tout aille bien. Donc, en général, au niveau du cours, on explique beaucoup de choses et les patientes savent et comprennent. Et je leur dis aussi des choses qui ne sont pas possibles et pas réalisables. À partir du moment où la sécurité, la surveillance de la maman et du bébé sont respectées, par contre, là, on a l'esprit large et on peut être ouvert à des tas de suggestions qui peuvent être très personnelles. Donc, s'il y a des choses très personnelles, soit je demande aux patientes qu'on en parle ensemble, même de façon plus personnelle, plutôt que dans les petits groupes de cours de préparation, ou bien formuler sur un papier et le présenter à la sage-femme qui va s'occuper d'elle le jour de l'accouchement. Et ça peut être une posture d'accouchement, ça peut être une posture, ça peut être... il y a certains patients qui, par exemple, sont passionnés de musique et veulent de la musique. Et par exemple, un papa qui joue de la guitare, s'il nous demande quelquefois s'il peut amener sa guitare. Ah oui, moi, je ne joue pas de guitare. Et là, non, pas vous, j'aimerais bien. Mais... j'aimerais bien. Mais lui peut jouer de la guitare peut jouer pour détendre son épouse. Voilà. Donc ça, c'est des choses quand même très personnelles, très particulières. Bien sûr. Mais justement, il y a une communication très importante avec toute l'équipe de sages-femmes. Et je sais que moi, quand je vais en parler avec les sages-femmes pendant la préparation, je sais qu'il y aura un écho très positif avec les sages-femmes qui prendront en charge. Ça peut être moi aussi, puisque je suis aussi en salle d'accouchement. Mais je sais qu'en salle d'accouchement, les sages-femmes sont très ouvertes aux différents projets de naissance et accepteront dans la mesure où elles pourront toujours surveiller la maman et le bébé dans des conditions de sécurité totale. Alors avec cet entretien, il y a également ensuite tout le parcours classique qui se met en place avec les visites mensuelles auprès des sages-femmes ou des gynécologues. Docteur Attal, à la différence des sages-femmes, vous, en tant que gynécologue, vous allez aussi prendre en charge et suivre toutes les grossesses dites pathologiques. Oui. Alors, les fonctions des sages-femmes et les fonctions des médecins gynécologues obstétriciens s'interpénètrent largement aujourd'hui. Le médecin gynécologue peut suivre les grossesses normales, bien entendu, si la patiente choisit d'être suivie par un gynécologue et qu'elle ne présente aucune pathologie particulière, elle ou son bébé, elle peut l'être, mais c'est vrai que le médecin surveille plus spécifiquement les grossesses pathologiques. Alors, qu'est-ce qu'une grossesse pathologique ? Alors, une grossesse pathologique, c'est une grossesse, c'est une définition très simple, c'est une grossesse pour laquelle soit la maman, soit le bébé présente une maladie. Alors, maladie de la maman, je vais donner quelques exemples très simples. C'est rarement quand même des maladies très exceptionnelles, mais ça peut être, on a évoqué avec Madame Launay la présence dans l'établissement d'une psychologue, mais ça peut être un problème psychiatrique, par exemple. Il y a quelques patientes qui présentent ce type de problème, mais de manière beaucoup plus banale et beaucoup plus habituelle, une hypertension, un diabète, un diabète soit préexistant à la grossesse, soit survenu pendant la grossesse. C'est vraiment là la pathologie, disons, la plus fréquemment rencontrée dans l'établissement pour les patientes. Et puis, ça peut être aussi une pathologie fœtale. Alors, l'exemple en est le retard de croissance, c'est-à-dire un bébé qui, surveillé régulièrement à la fois cliniquement et aux échographies, montre une croissance qui n'est pas conforme aux règles, enfin aux courbes de normalité. Dans les autres consultations, lorsqu'une grossesse se passe bien, qu'allez-vous vérifier et le confort de la maman et l'évolution du bébé ? Alors, la consultation clinique, donc vous avez rappelé qu'il y avait des consultations qui sont obligatoires et qui sont mensuelles, consultations cliniques, et des consultations échographiques également. Il y a trois échographies qui sont obligatoires pendant la grossesse, l'une à chaque trimestre de la grossesse. Alors, pour répondre plus précisément à votre question sur la surveillance clinique, la consultation commence d'abord par un interrogatoire, c'est-à-dire qu'on demande à la patiente ce qu'elle ressent, comment elle va, est-ce qu'elle sent son bébé bouger, quels sont les symptômes qu'elle présente. Il y a un certain nombre de désagréments pendant la grossesse qu'il convient généralement de dédramatiser. Une grossesse, physiquement,
c'est souvent difficile pour la patiente, et notamment plus le temps passe, plus les mois passent, et plus la grossesse devient effectivement source d'inconfort. Difficulté à se mouvoir, à dormir peut-être. Bien entendu, des troubles digestifs parce que le volume de l'utérus appuie sur l'estomac, donc il y a des régurgitations, pesanteur, difficulté à marcher, bien sûr, douleurs diverses. Alors tout ceci inquiète bien entendu les patientes, et bien, même si on ne peut pas faire grand-chose pour ça, au moins on peut les rassurer en leur disant c'est pas grave, c'est gênant, mais votre grossesse évolue bien. Et puis ensuite, c'est l'examen traditionnel d'une femme enceinte, à savoir évaluer cliniquement justement la bonne croissance du bébé, évaluer cliniquement le fait que le col de l'utérus ne bouge pas, ce qui pourrait être un indicateur de menace d'accouchement prématuré, prendre la tension artérielle, prescrire les examens biologiques de surveillance de la grossesse et vérifier évidemment les résultats. Voilà l'essentiel d'une consultation clinique aujourd'hui. Mais véritablement, je pense que l'essentiel de la consultation, c'est la parole. Vous l'avez dit, vous faites partie des gynécologues qui à la clinique menaient les échographies. Il y en a 3 minimum. Est-ce qu'il peut y en avoir plus ? Alors, il peut y avoir évidemment plus de 3 échographies pendant la grossesse si le besoin s'en fait sentir. C'est-à-dire, s'il y a une difficulté, par exemple, à surveiller cliniquement la patiente, s'il y a une pathologie maternelle ou fétale qui fait qu'on a besoin d'un peu plus d'échographie que les 3 échographies obligatoires. Alors, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. La médecine aujourd'hui est quand même une médecine essentiellement préventive, plus que curative. Et on est amené, non pas à multiplier les examens, mais parfois à demander des examens supplémentaires pour s'assurer, non pas d'un problème pathologique, mais justement pour s'assurer qu'on est bien dans la normalité. Madame Leduc, vous le confirmez, l'échographie, c'est un moment important pour une grossesse, ou ça fait peut-être partie des moments forts d'ailleurs de votre suivi ? C'est un moment très important, et c'est évidemment quand ça se passe bien, des grands moments de bonheur, quoi. C'est vraiment, on le voit. Vous rencontrez votre enfant. C'est ça. Oui. Parmi les autres services proposés par la clinique, on trouve également la consultation d'ostéopathie. Lorsqu'un accouchement a été difficile, la clinique propose aux parents une séance gratuite pour leur bébé, l'occasion de vérifier que le corps de l'enfant n'a pas trop souffert, qu'il n'a pas subi de traumatisme pendant l'accouchement. Et pour nous en parler, nous accueillons sur notre plateau Nicolas Maléco, l'un des ostéopathes de la clinique. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui menez cette séance. Expliquez-nous en quoi consiste-t-elle ? Alors en fait, on va passer dans les chambres, voir les mamans, en fonction des indications que vont nous donner nos collègues, les sages-femmes, les puéricultrices, et on va voir en fait les enfants qui ont des difficultés d'adaptation, ceux qui ont du mal à dormir, qui pleurent beaucoup, qui ont des difficultés pour téter, voilà, tous ces problèmes. On va découvrir quelques images de ces séances, parce qu'il faut le dire, donc là on voit que voit-on sur ces images ? Donc là, en fait c'est le diagramme d'accouchement, donc on voit comment l'accouchement s'est passé, donc on peut avoir des indications importantes, s'il était long, s'il y a eu des instruments, s'il y a eu des problèmes. Là on peut voir qu'il y a eu un problème avec un cordon serré, donc voilà, donc l'enfant a été serré au niveau du cou, donc après c'est des indications qui peuvent nous permettre d'aller voir les enfants en priorité. D'accord. Votre action, ensuite, c'est de, vous l'avez dit, vérifier qu'il n'y a pas eu de conséquences sur le corps du bébé, qu'il n'a pas subi de traumatisme. Voilà, le moins possible, et de le libérer s'il y a des tensions pour qu'il puisse s'adapter le mieux possible après dans sa croissance. Quelles peuvent être les conséquences d'un bébé qui n'aurait pas été observé en cas de souci après l'accouchement ? Alors ça peut être des problèmes après il reste d'un côté, c'est-à-dire que la tête ne tourne pas des deux côtés, donc il va appuyer toujours du même côté, donc après ça peut entraîner des plagiocéphalies, le crâne qui s'aplatit. Ça peut être des problèmes après aussi de canal lacrymo, les larmes, les yeux coulent, et des choses comme ça. Ça peut être aussi des problèmes de digestion, des coliques, des régurgitations, il y a tous les problèmes. Il ne faut pas non plus angoisser les mamans, hein. Certains bébés se remettent d'eux-mêmes également. Oui, et des bébés, en fait, nous, ce qu'on permet, en fait, c'est on permet en fait le processus d'autorégulation qui se passe déjà naturellement, on l'améliore, on le permet qu'il s'exprime au mieux
chez ces enfants. Alors tous les ostéopathes ne le font pas, mais vous intervenez également sur le lien entre la mère et l'enfant, et notamment au niveau de leur communication pour que l'un et l'autre s'adaptent à leur nouvel environnement, c'est cela? Oui, parce que des fois, ça arrive que, en fait, on voit des accouchements qui se passent très bien, mais en fait, l'enfant pleure beaucoup. Et c'est m'arrivé plusieurs fois de me rendre compte, en fait, quand on rentre dans la chambre, on prend le temps de discuter avec la maman, il y a pu y avoir des soucis pendant la grossesse, des stress importants. Et donc là, je crée si la mère le permet, je crée une communication avec la mère et l'enfant, on fait dire les choses, et l'enfant, je l'accompagne dans les pleurs, et souvent après, ça va beaucoup mieux. Vous jouez les interprètes, en fait. Voilà, on permet en fait que le dialogue se passe bien, parce que souvent, le dialogue de l'enfant n'est pas celui des parents, donc il faut voilà. que... Ils ne communiquent pas par des mots, ils communiquent, c'est pas des adultes en miniature, c'est des bébés, donc du coup, la manière de communiquer pour eux, c'est par les pleurs. Donc il faut interpréter ces pleurs, les comprendre, et des fois, comment dissocier un pleur de j'ai faim d'un pleur de je m'exprime, c'est assez subtil. Donc là, moi, je peux intervenir et essayer d'expliquer, leur donner des pistes et des clés, quoi. Jocelyne Honnet, vous nous le confirmez, la création de ce lien entre la mère et l'enfant, ce n'est pas toujours évident, il faut l'encadrer. C'est une idée importante que j'aborde obligatoirement aussi pendant les cours, parce que pendant la grossesse, il y a un véritable investissement du couple, de la maman sur son bébé. Et quelquefois, à la naissance, le lien affectif se fait tout de suite, mais il y a l'image de l'enfant rêvé, l'image de l'enfant qu'elle imaginait, et l'image du bébé concret qui est là, qui peut être différent, mais même si elle n'est pas déçue, même si son enfant est magnifique, quelquefois le lien affectif ne se fait pas tout de suite. D'où une grande culpabilité de la maman qui n'ose pas en parler, parce que c'est difficile de dire je viens de mettre un bébé au monde et j'arrive pas à l'aimer comme je l'imaginais. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent très très mal vécu par les patientes, parce qu'elles n'osent pas en parler et c'est difficile. Donc je leur explique moi au cours déjà que ce lien affectif peut ne pas se faire tout de suite. Et après, Nicolas prend le relais en leur expliquant et en aidant cette communication. Et si les choses sont plus difficiles, on leur explique aussi qu'il faut en parler et qu'on peut, à ce moment-là, faire appel peut-être à une psychologue pour leur faire comprendre que le lien va se faire. Et pas en parler forcément à des proches. C'est très difficile d'en parler à des proches. C'est très difficile de dire au papa du bébé, l'enfant que tu m'as fait, je l'aime pas. Enfin, je l'aime, je m'en occupe, mais ce serait l'enfant de la voisine, ce serait pareil. C'est impossible à dire. Surtout que quand on connaît les gens, qu'on a un lien affectif, on sait que quand on a dit des choses comme ça reste dans la tête. Donc c'est beaucoup plus facile et mieux pour elle d'en parler à des gens avec qui il n'y a aucun lien affectif. Ouais, il y a ça, et il y a aussi les événements stressants de la vie. C'est-à-dire que la maman, elle va avoir des stress, des peurs, des colères, et ça, l'enfant aussi qui est dans le ventre, ça s'imprime. Surtout s'il n'y a pas eu de communication par rapport à ça. Donc on intervient, et normalement l'enfant, une fois qu'il est né, souvent il va tenter d'évacuer tous ces stress, et c'est à ce moment-là qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Alors, il faut savoir également qu'en cas de problème, là plus dans la prise en charge à la clinique, une représentante des usagers est également à la disposition des patients. Et c'est vous, Madame Marchal. Bonjour. Tout à fait. Vous êtes mandatée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour faire respecter le droit des patientes, c'est cela? Exactement. Donc, cette mission pour laquelle j'ai été mandatée, en toute indépendance, je suis à l'interface entre les usagers, c'est-à-dire le patient, les proches, les fratries quand il y en a, et l'établissement de santé, que ce soit les professionnels de santé ou administratifs. Alors, cela fait 7 ans que vous intervenez au Norier. Comment se situe l'établissement en matière de qualité de prise en charge? Alors justement, tout ce qui est évoqué sur ce plateau me permet de dire que c'est une qualité de prise en charge tout à fait optimale, qui va dans un sens bénéfique pour que les familles accueillent au mieux possible leurs futurs enfants. Et il y a aussi après la possibilité du suivi par les pédiatres au sein de cet établissement. On a aussi en charge, en tant que représentant des usagers, la qualité de l'hôtellerie, ce qui n'est pas anodin non plus quand des mamans accouchent, qu'elles aient une qualité d'hôtellerie optimale. Très rapidement, en cas de litige, comment vous contacte-t-on? Alors, en cas de vous litige, venez, en fait, il y a mes coordonnées qui sont sur le site internet et qui sont dans les livrets d'accueil et affichées. Ça, c'est une réglementation obligatoire. Il y a mon nom et mes coordonnées. Nous passons, merci Madame Marchal, nous passons à présent au 3e reportage de cette émission. Il est consacré aux grossesses pathologiques et à l'encadrement des mamans à leur sortie de la maternité. Bonjour, je suis Idrissi Karima, je suis une des sages-femmes de la clinique des Noriers. Je suis plutôt dans le service de suite de couches qui gère aussi les grossesses pathologiques.
On peut avoir dans le service différentes catégories de patientes. On a des patientes qui remontent après leur accouchement et des patientes qui sont hospitalisées durant leur grossesse, qui sont là pour certaines pathologies. Elles cherchent ce cocooning, elles cherchent cette approche avec le personnel et elles le trouvent. Parce que nous aussi, si on est engagé à travailler dans une structure pareille, c'est parce qu'on aime travailler en famille. En grossesse pathologique que je gère le plus, c'est le diabète gestationnel. La prise en charge se passe entre le gynécologue et le diabétologue. Une fois que le diagnostic est posé et la conduite à tenir est posée, il y a différentes situations. Il y a des patientes qui sont vraiment capables de gérer leur diabète et gérer leur traitement toute seule et à distance avec la diabéto, ils échangent des mails. Et du coup, on a trouvé avec Madame Ouzunion, qui est notre diabéto, que en fait, je suis ces patientes, qu'elles viennent me voir toutes les semaines et que j'ai un dialogue un approche un peu différent, que ce soit plus pratique pour les patientes, pour tout le monde. Aussi à l'encadrement des allaitements maternels et à l'encadrement de beaucoup de choses, de l'apprentissage pour que la maman et le bébé prennent connaissance et qu'elles puissent continuer à l'extérieur très bien. Voilà. Je suis Stéphanie, je suis conseillère assurance maladie, je m'occupe du Prado pour la clinique des Noriers. Le Prado, c'est un programme de retour à domicile. Je rencontre les mamans le lendemain de leur accouchement, si elles sont bien éligibles médicalement et administrativement, et je leur propose d'organiser un suivi médical à la maison par une sage-femme libérale qui pourrait les prendre en charge dès le lendemain de leur sortie de maternité. Ça leur permet de sortir à 3 jours au lieu de 4 jours, ça permet de rentrer une journée plus tôt à la maison. Ça leur permet d'avoir une prise en charge globale et elles n'ont pas besoin de prendre le rendez-vous par elles-mêmes pour contacter les sages-femmes puisque je vérifie les disponibilités des sages-femmes. Suite à ça, je leur propose également de leur faciliter le rattachement pour le rattachement du bébé à la sécurité sociale. Je leur remets le formulaire et je les invite à me le remettre accompagné d'un acte de naissance que je transmets ensuite au service compétent. De retour sur ce plateau, et vous qui nous regardez sur Internet, n'hésitez pas à poser des questions aux professionnels qui sont présents aujourd'hui via le hashtag maternité Norier. Pascal Cluzot, les mamans restent combien de temps à la clinique après leur accouchement? Alors pour un accouchement normal, voix basse, 3 à 4 jours, et pour un accouchement par césarienne, 5 à 6 jours. Et il est bien évident qu'on garde les mamans plus longtemps s'il y a nécessité. Lamia, la référente de la clinique qu'on a découvert au début de l'émission, est présente à la fin pour leur sortie, pour les guider et pour peut-être leur évoquer également le Prado. Alors oui, tout à fait. Le Prado est donc un dispositif mis par la CPAM pour l'accompagnement à la sortie à domicile. Et nous pouvons permettre à la CPAM de venir dans l'établissement pour faire cet accompagnement. Bien évidemment, les personnes qui ont possibilité d'avoir le Prado, ce sont des accouchements en voix basse sur des personnes qui n'ont pas de problèmes médico-psychosociaux. Donc c'est une partie de la population, bien évidemment, la plus grosse partie. Et celles qui n'y ont pas droit? Et celles qui n'y ont pas droit, c'est que justement, il y a d'autres problèmes. Et on peut faire appel à nos partenaires à l'extérieur, c'est-à-dire les PMI ou l'HAD. D'accord. L'idée, c'est en fait de les guider dans la construction de la parentalité? Tout à fait. L'hospitalisation maintenant est quand même relativement courte. Il y a quelques années, on restait 8 jours en maternité pour un enfant, pour un accouchement en voix basse. Maintenant, on reste 3 à 4 jours. Il faut savoir que quand même, l'allaitement, qu'il soit maternel ou artificiel, demande quand même un apprentissage. Comme le disait tout à fait Nicolas aussi, il faut accompagner ses parents à la parentalité. Et dans une maternité, 3 jours, c'est très très court. Très très court. Donc on a des partenaires à l'extérieur qui permettent de faire cela. Notamment sur Vitry, on est aussi en relation avec la Maison de l'Enfance et de la Famille, qui est une association qui est créée par Vitry, la ville de Vitry, et on leur permet aussi de pouvoir être accueillis dans cette association. Nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission et nous avons pas mal de questions qui nous sont arrivées sur le chat. Je vais vous les transmettre et vous pourrez y répondre. J'ai une question de Lily qui nous demande s'il est possible de choisir son gynécologue ou s'il est imposé par la clinique Dr Attal. Le choix est évidemment totalement libre. Rien n'est imposé. La patiente téléphone pour prendre un rendez-vous et elle choisit le gynécologue ou la sage-femme de son choix.
J'ajouterais que certaines patientes sont suivies à l'extérieur de l'établissement, que le suivi soit par le médecin traitant, soit par une sage-femme, soit par un ou une gynécologue, et que ce suivi extérieur à l'établissement est également possible. Évidemment, il y a un moment où il faut que la patiente revienne en consultation, et elle le fait généralement aux alentours. Alors ça dépend un petit peu des intervenants extérieurs, mais entre 6 mois, 7 mois, elle revient pour la fin de son suivi dans l'établissement. Donc pour cette patiente, elle a toute liberté de choisir dans cet établissement. Madame Cluzot-Karine nous demande si jamais le lien ne se fait pas bien avec la sage-femme et le gynécologue, le courant ne passe pas, est-ce qu'il est possible de changer en cours de route ? Oui, tout à fait, d'autant plus que nous avons un système de prise en charge global, c'est-à-dire qu'on est une petite équipe et on travaille tous ensemble. Donc, quelquefois, effectivement, il y a des liens qui ne se font pas bien avec une sage-femme ou un gynécologue. Et on vient me voir en me demandant, voilà, Madame Cluzot, on a quelque chose à vous dire, on m'explique ce qui se passe, et on essaye d'orienter différemment. Enfin, Christelle voudrait savoir combien de séances ou quel type de stage de préparation à l'accouchement sont proposés par la clinique ? Alors, la Sécurité sociale propose 8 cours qui sont entièrement pris en charge par eux. Et nous, on a un service tiers payant, nous les sages-femmes, c'est-à-dire que les patientes nous présentent leur carte vitale et c'est leur centre de sécurité sociale qui nous paye directement ensuite. Donc, elles n'ont rien à avancer. Sur ces 8 cours, donc il y a le premier cours, c'est l'entretien du 4e mois. Donc, ensuite, il nous reste 7 séances. Estelle nous écrit, est-ce que petite structure signifie aussi petit moyen ? La sécurité des patientes et des bébés est-elle assurée à 100% dans cette clinique ? Je réponds peut-être. Allez-y. Petite structure, mais pas structure microscopique. Il y a quand même 1400 accouchements par an. Donc c'est quand même un nombre de patientes non négligeable de la région qui viennent accoucher dans notre établissement. Alors les conditions de sécurité, aujourd'hui, elles sont normalisées dans tous les établissements. Il y a des contrôles qui sont faits et donc de toute façon, il ne peut pas y avoir de structure qui soit non sécurisée par rapport à d'autres qui le seraient. Alors, pour aller à l'essentiel, il y a toujours en permanence un gynécologue obstétricien qui est sur place. Bon, évidemment, dans la journée, dans la semaine, nous sommes plus nombreux. La nuit, le week-end, il y a toujours un gynécologue obstétricien qui est présent dans l'établissement, c'est-à-dire il y a toujours une pérennité de présence médicale dans l'établissement. C'est vrai pour le gynécologue obstétricien, c'est vrai pour l'anesthésiste réanimateur, et c'est vrai également pour les pédiatres qui interviennent en cas d'urgence dans un second temps, qui eux ne sont pas présents sur place, mais qui sont disponibles en quelques minutes, je dirais. Par ailleurs, nous avons également recours à un laboratoire de biologie médicale qui est intégré à l'établissement, et nous avons donc à disposition tous les moyens d'urgence qui sont nécessaires pour une prise en charge optimale et sécurisée des patientes en cas d'urgence. Nous avons également une autre question de Martine qui nous demande, y a-t-il un suivi personnalisé en cas de risque de problème avec le bébé ? Alors, suivi personnalisé, peut-être avant l'accouchement Oui, alors sinon on peut conseiller des fois aux patientes de revenir après, les revoir en consultation extérieure, si on estime que l'enfant a besoin d'un suivi par rapport à ce qu'il présente. Mais après... Est-ce que les mamans, par exemple, même après l'accouchement, peuvent venir vous revoir Oui. Alors, même, on ne va pas avoir tous les enfants dans les chambres. Donc après, c'est bien des fois que les mamans viennent dans le premier mois, qu'on fasse une visite de contrôle. C'est tout à fait recommandé, il n'y a pas de problème. Pascal Cluzot, enfin, Lucille nous demande, une péridurale équivaut-il à une ponction lombaire au niveau douleur ? Alors là, j'en ai... Vous n'avez jamais eu de ponction lombaire ? Mais je pense que non, la ponction lombaire, c'est fait à un moment bien spécifique. C'est pour une pathologie bien spécifique et la méningite. Ça n'a strictement rien à voir avec une péridurale. La péridurale, c'est pas la même chose. Je ne suis pas anesthésiste, mais c'est pas la même chose. Voilà pour les... Oui, docteur Attal. La ponction lombaire, c'est dans le canal médulaire. La péridurale, comme son nom l'indique, c'est autour
Donc ce n'est pas la même opération, Voilà, donc ce n'est pas la même douleur. c'est pas le même geste. Alors je sais que ça impressionne beaucoup les patientes, la péridurale. Bon, je ne suis pas anesthésiste, il conviendrait qu'un anesthésiste en parlerait mieux que moi, mais enfin, avant d'injecter les produits de la péridurale, on fait une petite anesthésie locale. Hein. Enfin, moi, si j'ai accouché, je me ferais faire une péridurale, très honnêtement. Mais ça, c'est normal parce que vous êtes un homme. Oui, Merci pour vos conseils, docteur Attal. Voilà pour les questions des internautes. Merci à vous tous d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présents sur ce plateau. Place à présent à la seconde partie de l'émission. Elle est intitulée « Des professionnels qui veillent sur vous ». Pour présenter toute l'équipe de la maternité des Noriers, nous avons sur place, sur ce plateau, une maman et des professionnels. Certains viendront également nous rejoindre en cours d'émission. Madame Moussi, vous êtes, vous, une toute jeune maman. Vous avez accouché il n'y a pas très longtemps. Oui, alors j'ai accouché le 13 mars d'une petite fille prénommée Livia. Et vous avez accouché donc ici au Norier. À vos côtés, des professionnels également. Nous avons 2 sages-femmes, Madame Comet et Madame Lobin. Bonjour à vous 2. Bonjour. Un pédiatre, le docteur Bonjour. Quétal, et un gynécologue, le docteur Rouquet. Bonjour. Bonjour à vous. Alors nous avons pu constater que cette maternité fonctionne en réseau, qu'elle travaille avec d'autres professionnels installés à l'extérieur. Mais au sein de la clinique, il y a également des liens qui sont tissés avec les différents spécialistes. Et ce lien, il est matérialisé par un moment particulier qui est le staff. Nous allons découvrir quelques images. C'est une réunion qui a lieu tous les matins et pendant laquelle les médecins et les sages-femmes communiquent. Docteur Rouquet, vous êtes gynécologue. Qui est présent à ce staff ? Le staff est un moment capital pour la maternité parce que c'est le renouvellement de l'équipe. Tous les jours, effectivement, il y a le pédiatre est renouvelé, l'anesthésiste, l'obstétricien, les sages-femmes. Et c'est un moment d'échange entre ces professionnels qui sortent de garde et qui arrivent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des patientes qui sont en cours de travail, qui présentent des pathologies et qui ont besoin d'être... on a besoin de transmettre un certain nombre d'informations entre nous. Faut voir aussi... C'est très important que dans une maternité, il y a un travail d'équipe. Et effectivement, c'est un moyen de réunir tout le monde et de parler entre nous des problèmes. C'est aussi un moyen de prendre en charge certaines pathologies qui sont un peu plus compliquées parce qu'en fin de grossesse, nous les obstétriciens, nous avons la charge de la femme et du bébé pendant la grossesse. Mais au voisinage de l'accouchement, nous avons souvent besoin d'un avis pédiatrique, notamment quand il y a un risque infectieux, quand il y a un risque d'accouchement un peu plus tôt. Et c'est très important qu'il y ait cette discussion pluridisciplinaire entre pédiatres, anesthésistes, obstétriciens pour définir la même stratégie en termes de choix d'accouchement. Ça vous permet d'avoir en fait une vision globale de la grossesse de vos patientes. Absolument, parce qu'on va prendre en charge des patientes qui ne sont pas forcément nos patientes. Bien sûr, il y a le dossier médical, mais l'échange verbal est très important dans une maternité. Et puis j'imagine que ce genre de réunion, pour les spécialistes que vous êtes, doivent être également enrichissantes, le fait de croiser les spécialités. Oui, bien sûr. En plus de ça, c'est un moyen aussi d'apporter quelquefois des nouveautés, des informations médicales au sein de cette communauté médicale. Madame Moussi, vous avez accouché, on l'a dit, à la clinique des Noriers. Est-ce que vous avez pu constater, vous, cet échange d'informations entre praticiens ? Alors oui, la veille de mon accouchement, donc, je me présente aux urgences pour des contractions assez régulières. Donc, je suis reçue par Saba Comet. Suite à ça, le col ne s'ouvrait pas. Donc Saba me dit soit vous restez ici, soit vous rentrez à la maison. Donc je décide de rentrer. Le lendemain, je me présente donc, pour ma consultation hebdomadaire de monitoring avec ma sage-femme Odette, qui était déjà au courant en fait, du fait que j'étais passée la veille aux urgences. Donc, il y avait eu la communication était bien passée. En fait. Docteur Rouquet, cela signifie aussi que sur un même site, finalement, il y a une continuité de prise en charge, que si les mamans le désirent, elles peuvent tout faire au Norier quasiment. Oui, bien sûr, il faut bien penser que nous fonctionnons en permanence dans l'urgence, parce que effectivement, tout accouchement peut à tout moment se compliquer. On ne sait pas a priori combien de naissances vont survenir dans la journée, donc il faut faire face à toutes ces situations. Voilà.
Nous allons découvrir à présent un autre volet de cette prise en charge. Le reportage qui suit est consacré au travail des sages-femmes et aux anesthésistes. Alors moi je suis Saba Comet, je suis sage-femme à la clinique des Noriers. Je pratique une activité salariée et libérale. Sur mon activité libérale, je propose de la consultation de grossesse, suivi de grossesse. Le suivi de grossesse qui nécessite une surveillance un peu plus rapprochée, souvent à la demande des gynécologues obstétriciens. Et puis je fais également de la consultation postnatale, essentiellement des patientes que j'ai suivies au cours de la grossesse. On est présente à tous les niveaux du parcours de grossesse des patientes qui sont suivies ici, avec le suivi de grossesse dès le début, l'entretien de grossesse, la préparation à la naissance. On assure également les urgences obstétricales, dites urgences maternité du dernier trimestre. On pratique les accouchements dits physiologiques lorsqu'il n'y a pas de problème. Ce sont les sages-femmes aussi qui sont présentes en hospitalisation et également en suite de couche. On est quelques-unes aussi à proposer de la consultation postnatale et de la rééducation périnéale. Ce qui permet évidemment de travailler en collaboration avec les gynécologues obstétriciens de la maternité, à qui on peut demander leur avis, les solliciter à chaque étape de la grossesse si c'est nécessaire, ou même réorienter nos patientes lorsque la grossesse devient pathologique. De même que pendant le suivi des accouchements et la pratique des accouchements, le gynécologue de garde évidemment intervient à tout moment si c'est nécessaire. Du coup, cette organisation, ça nous permet d'être présente à toutes les étapes de la grossesse. Il y a une espèce de fil rouge. Ça nous permet d'avoir un suivi assez global de nos patientes. Elles nous retrouvent à plusieurs étapes. Et comme ce n'est pas une très grande équipe, et du coup, on se connaît bien, on sait comment chacune travaille. Et ça permet de proposer un suivi assez global. Je m'appelle Sisban, je suis médecin anesthésiste au sein de la clinique des Noriers. Et je participe à la prise en charge de la femme enceinte. Ça commence par une consultation d'anesthésie obligatoire au 8e mois de grossesse, remboursée par la sécurité sociale. L'anesthésiste pose des questions, interroge sur les antécédents maternels, le parcours de la grossesse, établit une stratégie de prise en charge et surtout informe la patiente sur les avantages et les inconvénients techniques anesthésiques proposées et sur les risques. À la fin de la consultation d'anesthésie, il répond à vos questions. Le jour J de l'accouchement, l'anesthésiste, en plus de la péridurale, il prend en charge beaucoup de choses. La douleur, la prévention de la phlébite, l'hémorragie éventuellement, la transfusion. Le médecin anesthésiste est un maillon de la chaîne. Donc c'est un travail d'équipe entre le chirurgien obstétricien, la sage-femme et le médecin anesthésiste, pour sécuriser l'accouchement et optimiser la prise en charge et prévenir et traiter les complications. Saba, comme vous êtes sage-femme salariée et libérale, on vous a découvert dans le reportage. Quel est le parcours classique, si on peut dire classique, d'une maman qui va arriver à la clinique parce qu'elle est sur le point d'accoucher? Comment est-elle guidée, orientée? Alors concrètement, pour les mamans, quand une future maman pense être en travail, elle aurait été informée au cours de la préparation à la naissance et des consultations que, évidemment, la clinique assure les urgences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, pendant les heures d'ouverture de l'accueil, pour une maman qui pense être en travail, on peut effectivement s'adresser à l'accueil pour être orientée. La nuit, c'est l'équipe de garde qui assure l'accueil, puisqu'il y a un interphone aux urgences de la maternité et c'est directement salle de travail que nous recevons les appels. Alors en salle de travail, quel travail allez-vous mettre en place avec les mamans que vous accueillez à ce moment-là? Alors la sage-femme, pendant le travail et l'accouchement, elle a un rôle d'accompagnement essentiellement. On n'est pas là pour se substituer au couple, là, on est là pour les accompagner, les informer, les coacher, les conseiller et puis les accompagner surtout dans la réalisation de leur projet de naissance. Vous devez également accompagner, vous l'avez dit, les mamans, mais également les papas qui sont là et qui découvrent aussi un autre monde. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est difficile quand on est un futur papa de trouver sa place en salle de naissance. Tout est tourné vers la maman, puis après le bébé.
Mais bon, les papas prennent de plus en plus leur place, investissent de plus en plus auprès de leur compagne dès la grossesse, dès l'entretien de nos grossesses. Donc c'est vrai qu'en tant que sage-femme, on a à veiller à laisser la place au papa pendant le travail. Et puis, Tous ne font pas des malaises? Oh non, non, non. C'est un cliché. Non, non, puis c'est pas toujours ceux qu'on croit qui font des malaises. Non, en fait, voilà, de toute façon, spontanément, hein, la plupart des papas ne sont pas là pour assister au côté médical de l'accouchement. Hein. Ils sont là pour soutenir leur compagne et être présents à la naissance de leur bébé. Docteur Rouquet, en tant que gynécologue, vous n'êtes pas directement en salle d'accouchement, mais on veut dire que vous surveillez en fait son évolution. Oui, nous avons la responsabilité de toute la salle de travail pendant notre garde. Et bien évidemment les sages-femmes qui sont le premier relais pour identifier des pathologies fétales ou maternelles sont très importantes. Et la coopération entre les sages-femmes et l'obstétricien est un élément clé de la réussite d'une maternité, si on veut correctement prendre en charge les patientes. Vous intervenez surtout en cas de complications. Qu'est-ce qu'une complication dans un accouchement ? Les complications, ça peut être une complication qui va survenir tout à fait au moment de l'expulsion, par exemple, une aide à l'expulsion parce que la patiente fournit des efforts insuffisants pour permettre à son bébé de naître sans l'aide soit d'une ventouse, soit d'un forceps. Et bien évidemment, c'est notre rôle d'intervenir à ce moment-là. Les césariennes Les césariennes, bien évidemment. La césarienne, et c'est quelquefois tout à fait imprévisible. Vous savez qu'il y a différents types de césariennes, qu'on utilise ce mode de naissance de plus en plus. Les césariennes sont faites parfois d'extrême urgence, et pour les situations de césarienne en urgence, on est dans des situations où il faut faire très vite. Et donc l'équipe est effectivement sur place. En moins de 15 minutes, il faut pouvoir, pour certaines indications, sortir le bébé immédiatement. Et bien évidemment, ces situations doivent être répétées, préparées pour être tout à fait opérationnelles. L'urgence, c'est la sécurité et de la mère et de l'enfant. Et de l'enfant, bien sûr, avec le pédiatre, bien sûr, et la mère, bien sûr, qui peut aussi, au décours d'un accouchement, présenter une hémorragie. Et ça, c'est quelque chose qui demande des gestes, une intervention immédiate pour éviter un enchaînement qui pourrait être dangereux pour la mère. Vous avez dit qu'il y avait de plus en plus de césariennes. Pour quelles raisons ? Alors, les césariennes, on fait de plus en plus de césariennes. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ce mode d'accouchement, c'est de plus en plus sécurisé. Hein, la pratique de la césarienne a progressé dans sa prise en charge et dans sa qualité, voilà, et dans sa sécurité aussi. Et puis, il y a le risque toujours de passer à côté d'une souffrance importante du bébé qui pourrait compromettre son avenir cérébral. Et donc, c'est vrai que par prudence, dans des situations un peu intermédiaires, on va toujours préconiser la situation la plus prudente pour éviter une complication chez un nouveau-né. Saba Komé, lorsqu'une césarienne doit être pratiquée, est-ce que vous avez le temps d'en parler avec les mamans ou ça a peut-être été fait en amont lors des réunions mensuelles ? Alors effectivement, la préparation à la naissance, les réunions d'information, c'est le moment d'évoquer, hein, même si les futures mamans savent bien que c'est un mode d'accouchement qui existe et qui n'est pas toujours prévisible. Alors dans les césariennes programmées, c'est pendant les consultations avec leur obstétricien que l'indication va être posée, qu'il va être expliqué les modalités médicales, administratives, etc. Et en salle de travail, effectivement, une césarienne peut survenir à n'importe quel moment. Alors, il y a des fois des signes avant-coureurs où on pressent que ça va aboutir sur une césarienne. Effectivement, c'est plus facile parce qu'on peut informer et expliquer au fur et à mesure. C'est sûr que quand c'est une césarienne vraiment en urgence, on espère toujours que c'est toujours un moment difficile pour les parents, hein, l'annonce de la nouvelle, mais on espère toujours qu'effectivement, la préparation de la naissance leur a permis de se préparer à cette éventualité. Madame Moussi, je crois que vous n'avez pas eu de césarienne pour votre accouchement. Quel souvenir en gardez-vous de ce moment-là ? J'ai eu un très très bel accouchement.
qui a été donc encadrée par Jocelyne. Elle connaissait très bien mon dossier, mes antécédents, donc je me suis sentie très très rassurée et très bien encadrée. D'accord. Vous aviez fait vos 2 autres accouchements auparavant dans un autre établissement, pas ici à la clinique des Noriers. Non, c'était dans le 92, dans un hôpital. Ce qui vous permet de comparer. Voilà. Donc là, la structure est plus petite, donc ça fait beaucoup plus familial, plus chaleureux, et je me suis sentie vraiment très très bien encadrée. Saba, comme une fois l'accouchement terminé, il est une autre étape qui commence pour les mamans, une étape pas forcément évidente, c'est l'allaitement. Après avoir entendu beaucoup de choses, notamment lors des réunions, il faut passer à la pratique. Comment vous les guidez dans ces cas-là ? Alors c'est vrai que c'est une étape très importante pour les mamans, qui n'est pas si évidente, même si c'est un événement naturel. Que le démarrage de l'allaitement, c'est toujours quelque chose qui peut poser des petits problèmes, des petits tracas de démarrage. C'est essentiel pour moi d'être préparée à un allaitement maternel. Ça se prépare, un allaitement maternel. On constate qu'effectivement, les mamans qui peuvent avoir un échec d'allaitement, souvent c'est parce qu'elles ne pensaient pas que c'était comme ça ou ne s'attendaient pas peut-être aux éventuels petits problèmes de démarrage qui sont très transitoires. Donc il faut juste savoir que derrière, l'allaitement marche bien et qu'il faut s'accrocher. Donc effectivement, à travers la préparation à la naissance, toujours, c'est un moment important où une séance est consacrée entièrement à l'allaitement. Les réunions d'information, parfois, prennent le thème peut être abordé, c'est l'allaitement maternel. Et puis notre travail, dès l'arrivée du bébé, la rencontre de la maman et du bébé. Et c'est là que tout commence. On essaie toujours de favoriser dès le démarrage une première tétée en salle de naissance pour poser les premières, les premiers pas de la mise de l'allaitement. En tout cas, il faut aussi laisser le choix aux mamans pour pas qu'elles ne se sentent contraintes, obligées à l'allaitement. C'est un choix de la maman. Tout à fait. C'est un choix de la maman, du couple. C'est jamais imposé par l'équipe médicale. On est là pour informer. Évidemment, si une maman nous pose la question sur les vertus de l'allaitement, évidemment qu'on lui en parle. Mais de toute façon, l'allaitement maternel ne peut marcher que si c'est le choix de la maman. Alors à cette étape, il y a un autre soignant qui intervient, c'est le pédiatre. Nous allons découvrir son travail à la clinique et nous le retrouvons juste après en plateau. Bonjour, je suis le docteur Ketal. Je suis pédiatre réanimateur néonatologiste. Je fais partie d'une équipe de pédiatres qui exerce ici à la clinique des Noriers. Nous sommes une maternité 2A. Ça veut dire qu'on peut prendre tous les bébés qui ont un poids à partir de 1,5 kg. On peut les garder ici. Et aussi, on peut garder tous les bébés qui sont nés à partir de 33 semaines d'aménorrhée. Donc c'est un atout très important pour nous. C'est une néonatologie qui permet aux parents de venir, de voir leurs enfants, de s'occuper d'eux, de leur donner le bain, le temps qu'ils sont hospitalisés ici. Donc les parents vont être pris en charge par l'équipe d'infirmières et des auxiliaires de la néonatologie. Et jusqu'au moment de la sortie, quand ils sortent ici, les parents ont déjà acquis tout ce qu'il faut pour prendre leurs enfants. S'il y a une intervention sur un bébé ou un accouchement qui est difficile, le service de néonatologie est tout près de la salle d'accouchement et les pédiatres peuvent intervenir très rapidement. Dans ce service, nous avons ici une salle de photothérapie. Tous les bébés qui ont des jaunisses, des ictères importants et qui nécessitent une prise en charge par une photothérapie, ça se fait ici dans ce service-là. Ils ne sont pas envoyés ailleurs. Et puis aussi, nous avons une autre salle d'allaitement pour les mamans dont les bébés qui se trouvent en néonatologie. Elles peuvent venir ici, leur donner le sein ou bien tirer le lait. Tous les bébés qui vont évoluer favorablement et dont les mamans sont là, donc on peut les faire sortir de la néonatologie pour aller dans les chambres de leur maman et ils reviennent que secondairement au moment des soins. S'il y a des antibiotiques à faire, leur donner le bain, s'occuper d'eux ou à prendre en charge les mamans aussi. On prend ici, dans ce service de néonatologie aussi, tous les bébés qui ont des difficultés à manger ou les petits aussi qui ont des difficultés à prendre le sein ou les biberons. On les prend s'il y a besoin de faire un gavage gastrique. Et ce sont des bébés qui ont besoin d'être scopés, d'avoir un scope et une surveillance particulière. Nous, on peut le faire ici tout en évitant un transfert de bébés dans d'autres services.
Ici, tous les bébés qui sont nés sont vus au départ par les sages-femmes en salle de naissance et par la suite, ces bébés sont revus 24 heures après par les pédiatres. C'est le premier examen pédiatrique. Ce premier point, on regarde comment va le bébé, on va faire un examen global, si tout va bien, s'il n'y a pas quelque chose de particulier, des malformations. On les voit en général en présence de leurs parents pour leur montrer que voilà l'examen, ce qu'on a fait. Les bébés sont revus une deuxième fois à J3 de vie en général. Soit c'est le jour de sortie ou la veille de la sortie par un des pédiatres d'ici. On refait tout un examen complet du bébé en présence bien sûr des parents. On revoit tous les premiers détails, donc si le bébé va bien, s'il a pris du poids, si les parents aussi ils ont des questions à savoir concernant l'allaitement ou le biberon, concernant aussi tous les vitamines à prendre par la suite, quelles sont les précautions à prendre aussi une fois rentrés à la maison, que ces parents aussi, donc on leur explique qu'ils peuvent appeler à tout moment ici s'ils ont un doute, s'il y a quelque chose, des questions qui leur font peur. Donc on est disponible et aussi on leur explique qu'on a des consultations ici, que s'ils n'ont pas de pédiatre, que nous on est disponible à les voir, à les suivre ici et voilà. Docteur Kettal, vous êtes l'un des pédiatres de cette clinique. Cette salle de néonatologie que l'on a découvert dans le reportage et qui se trouve à la clinique, c'est un vrai plus pour les mamans? Tout à fait. C'est un service qui vraiment, c'est un grand privilège pour nous. Ça nous empêche de vivre une grande frustration pour nous en tant que pédiatres et aussi pour les parents. Donc quand on a une structure pareille, on a la chance de pouvoir garder une grande partie de bébés qui, dans d'autres maternités qui n'ont pas ce service, se seront obligés de les transférer systématiquement. Donc nous avons un service qui nous permet, il est très proche de la maternité. Donc ce sont des mamans qui sont, quand elles veulent descendre voir leur bébé, elles le font, donc c'est à l'étage. Elles seront prises en charge comme au niveau des suites de couches par les infirmières de la néonatologie. On leur apprend à donner le bain, à donner à manger au bébé, à s'occuper de leur bébé. Quand ces bébés se font beaucoup mieux, on essaie de les faire monter donc, dans les chambres de leur maman. Et c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un vrai privilège. Les bébés, comme dans le reportage, on a bien entendu qu'on les garde ici, tous les bébés qui font 1,5 kg et plus, bien sûr, et tous les bébés qui naissent avec un terme de 33 semaines. Bien sûr, il y a des bébés qui naissent à terme et qui ont malheureusement d'autres problèmes et on est obligé de les transférer malheureusement. Lorsqu'un accouchement se passe bien, comment prenez-vous en charge le bébé dès son arrivée? Vous allez l'examiner rapidement, le laver avant de le rendre ensuite à ses parents? Alors, dès la naissance, bien sûr, c'est les sages-femmes qui s'occupent du bébé. Ils sont examinés, bien sûr, mesurés, pesés, et après, ils sont remis chez leur maman. Après, donc, nous, on est avertis seulement s'il y a un problème. S'il y a un souci, les sages-femmes nous tiennent au courant et on passe donc, pour examiner les bébés. Ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est une urgence, on est appelé très rapidement, donc on intervient vite fait. Et si c'est pour une autre question, on vient. En tout cas, dès qu'on est appelé par les sages-femmes, on se déplace pour voir les bébés. L'autre objectif de la prénaissance, c'est de s'assurer que l'attachement se fait bien entre le bébé et les parents. Et pour faire connaissance, ça passe aussi par le toucher et la technique du pot à pot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ça, c'est magique, c'est très bien. À la naissance, les bébés, donc, avant même de les habiller, donc une fois qu'ils sont examinés par les sages-femmes et qu'elles voient que tout va bien, les bébés sont mis en pot à pot avec leur maman. Parfois même avec le papa, si jamais il y a une césarienne et la maman, donc elle n'est pas encore sortie, et le papa peut faire le pot à pot avec son bébé. Et c'est vrai que c'est important sur le plan affectif relationnel, c'est très très important. Sur le plan donc le bébé il est au chaud, il est donc stimulé par la respiration de sa maman. Bien sûr, il y a certaines précautions à prendre donc avant de le mettre pour l'installer correctement, mais c'est une situation qui est très très importante pour la relation mère-enfant. Oui. Madame Moussi, ces premiers contacts avec votre petite fille Livia, vous avez pu les vivre? Alors, j'ai pu bénéficier effectivement du pot à pot en salle d'accouchement, on me l'a proposé, donc je l'ai fait, oui, pendant 45 minutes à peu près. C'est long, 45 minutes, c'est bien?
Oui, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que le bébé va reconnaître facilement sa maman ensuite, docteur Kettal? Oui, je crois que le bébé reconnaît sa maman très vite dès les premières secondes. Malheureusement pour les papas, ça prend un peu plus de temps. Mais Ah oui, combien de temps? 8 ans, 15 ans? En général, je pense que c'est une question de 2-3 jours pour vraiment reconnaître parfaitement le temps de s'occuper de lui, de prendre, mais la maman, c'est magique. Hein, donc, c'est dès les premiers instants, le bébé il reconnaît sa maman, il est collé à elle. Il reconnaît qu'il se débrouille bien. Il se débrouille bien en général quand ils veulent prendre le sein. Ils le font très vite. Donc c'est extraordinaire, mais c'est vrai que malheureusement pour nous en tant que papa, ça prend un peu plus de temps. Donc, Et vous me disiez avant l'émission que malheureusement de parler au ventre de la maman avant l'accouchement, ça marche, la voix du papa ne passe pas forcément. D'après nos confrères, d'autres gens qui ont fait des études par rapport à ça, je ne veux pas frustrer les papas, je suis un papa aussi, mais apparemment, c'est pas encore efficace. C'est pas encore ça. Bon, lorsque vous, avant que les parents quittent la maternité, est-ce que vous leur donnez quelques conseils, quelques gestes de sécurité pour leur enfant? Bien sûr. Ça, c'est déjà dès le départ, dès les premières minutes de naissance, en salle d'accouchement, l'installation, comment la sage-femme installe le bébé sur sa maman. On lui montre comment faire. Et puis, il y a c'est les 3 ou 4 jours donc d'hospitalisation maternité. Il y a des auxiliaires de péricultrice, il y a des sages-femmes qui sont là. Donc déjà, ces mamans sont prises en charge. On leur montre déjà donc, les aides pour les mamans qui veulent donner le sein. Donc les filles sont, le personnel il est là disponible pour leur montrer tout ça. Et en même temps, donc, il y a de temps en temps des enfants qui font des régurgitations un petit peu sévères. Ils ne sont pas bien, ça angoisse les parents. Et nous, on est là pour les aider, pour leur expliquer, pour leur montrer les gestes à faire. Et puis, c'est surtout pour leur donner une assurance, pour ne pas paniquer au moment quand il y a une régurgitation et tout ça, parce que c'est ça ce qui est pas bon. Mais en général, c'est vrai, on fait le maximum pour que ces mamans, quand elles sortent ici, elles ont acquis un certain nombre de renseignements et de détails à faire. Et puis, on leur laisse toujours la porte ouverte. Moi, personnellement, je leur demande, avant même, si elles ont un pédiatre à voir en externe, donc avant d'aller le voir, toute cette période, les 10 ou 15 jours, qu'elles peuvent nous appeler à tout moment. Et qu'il y a un personnel qui est là, qu'on les connaît, on peut leur répondre. Et puis, si le personnel il a des difficultés à répondre à une question, nous, on est aussi disponible pour leur répondre. Madame Moussi, comment s'est passé le retour à la maison avec votre petite fille Livia? Alors, malgré que ce soit mon 3e enfant, je redécouvre. Hein. On redécouvre les pleurs. Est-ce que ce sont des pleurs de faim, des pleurs de mal au ventre? Est-ce que la couche est pleine? Donc voilà, on redécouvre avec moins d'appréhension quand même, moins d'appréhension. Mais effectivement, oui, on repart un peu à zéro. Oui, ça, on les a acquis quand même, de par mes 2 premiers enfants. Alors, si elles le souhaitent, les mamans, vous l'avez dit, docteur Kettal, peuvent revenir vers les spécialistes de la clinique après leur accouchement, mais elles peuvent également s'orienter vers les antennes relais qui existent à l'extérieur, comme le centre Belle Épine où vous intervenez, Émilie Lobin, en tant que sage-femme. Parlez-nous de cette antenne. C'est un prolongement en fait de la clinique. Donc oui, voilà, le centre médical de Belle Épine se trouve dans le centre commercial de Belle Épine. Qui est très facile d'accès, où il y a plusieurs spécialités dans le centre médical, dont 2 gynécologues avec qui ma collègue et moi-même travaillons en parallèle. Dans ce centre médical aussi, il y a un laboratoire d'analyse médicale, donc du coup c'est assez pratique pour les patientes quand elles ont des examens à faire. Et ma collègue et moi-même, dans ce centre médical, nous faisons donc les suivis de grossesse, nous faisons aussi l'entretien du 4e mois, les cours de préparation à la naissance, des monitorings de fin de grossesse et après l'accouchement, donc on revoit les dames pour la rééducation du périnée. Périnéenne, voilà. D'accord. Vous recevez combien de mamans à peu près? Vous avez une idée? Vous en recevez par semaine, par jour? Par semaine? Je sais pas, je dois avoir entre 30 et 40 patientes par semaine à peu près. D'accord. Et le fait d'être effectivement dans un centre commercial, là on est sur de la proximité, les mamans connaissent l'endroit? Elles connaissent très bien l'endroit et puis c'est vrai que c'est facile pour elles de venir ou voilà, quand elles vont faire leurs courses, elles prennent rendez-vous en même temps. Enfin, c'est très pratique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elles peuvent être suivies à Belle Épine et accoucher ensuite à la clinique. Donc, voilà, les suivis de grossesse qu'on fait à Belle Épine, en général, les dames viennent accoucher au Norier puisqu'elles nous suivent du début à la fin et après l'accouchement d'ailleurs.
Merci Madame Lobin. Nous avons donc abordé la prise en charge globale de la grossesse, mais cette prise en charge finalement elle commence bien avant la grossesse, dès le désir d'enfant. La clinique dispose en effet d'un service d'aide à la procréation médicalement assistée, un service que nous vous présentons dans ce dernier reportage. Donc moi je m'appelle Olivia Fiori, je suis gynécologue obstétricien. Nous avons ici une activité mixte qui regroupe la fécondation in vitro classique, l'ICSI. Nous faisons des inséminations intra-utérines également, mais on prend en charge également les couples infertiles qui peuvent se dispenser de techniques lourdes de façon à leur permettre d'obtenir un bébé plus simplement. L'intérêt de notre structure, c'est d'être à la fois à échelle humaine. On réalise à peu près 300 ponctions de FIV par an et autant d'inséminations intra-utérines, ce qui permet une personnalisation du parcours de soins, c'est-à-dire que les gens vont toujours venir au même endroit, voir les mêmes personnes. Les secrétaires les connaissent, bien sûr, les médecins les connaissent. Ils sont pris en charge de A à Z par le même médecin et c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Nous avons également sur place la chance d'avoir une psychologue extrêmement compétente et efficiente qui peut prendre en charge les gens à toutes les étapes de leur parcours. Alors ça peut être avant la prise en charge parce que le couple a du mal à accepter la médicalisation du projet de grossesse. Ça peut être en cours de traitement pour la gestion du stress, notamment avant l'intervention chirurgicale. Et donc en pratique, le couple va prendre un premier rendez-vous. On reçoit toujours les deux membres du couple. On va donc ouvrir un dossier médical, prescrire aux deux membres les examens nécessaires et on les revoit, on analyse les résultats de ces examens et on décide avec eux du traitement qui paraît le mieux adapté à leur situation. Entre-temps, on leur demande d'assister à la réunion d'information qui a lieu en gros une fois par mois, qui est animée par la biologiste, le docteur Ledu, ma consoeur, le docteur Marzalek et moi-même. Et pendant 1h30, on va expliquer au couple les différentes étapes d'une prise en charge en AMP pour qu'ils soient un petit peu moins perdus et qu'ils comprennent au fur et à mesure de leur traitement ce qu'on va leur proposer. Docteur Fiori, bonjour. Vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Ce service d'aide à la procréation médicalement assistée, c'est vous qui le dirigez ici à la clinique des Noriers. Dans le 94, il n'y a que 2 centres. Vous recevez donc des parents qui viennent un peu partout. Oui, nous avons une patientèle du Val-de-Marne, de proximité, mais également beaucoup de gens de l'Essonne, un petit peu également du 77, et puis même parfois plus loin, puisqu'on draine jusque la région de Lyon. Comment se compose votre équipe ici à la clinique des Noriers ? Alors, nous sommes au total 3 gynécologues, donc moi je suis là à temps plein, j'ai 2 consoeurs qui sont là en gros à mi-temps. Nous avons également la chance d'avoir le docteur Ouzounian, endocrinologue, qui est très complémentaire puisqu'elle a un œil un petit peu différent sur les dossiers. Donc ça, c'est pour l'équipe, je dirais, médicale. Et puis, on a bien sûr également l'équipe des biologistes avec lesquels on est parfaitement complémentaires. Et donc, on a une biologiste à temps plein, un second biologiste à mi-temps et 2 techniciens. Puis nous avons également 2 secrétaires qui sont des personnes tout à fait indispensables et essentielles puisque en fait le premier contact téléphonique des patients va les mettre en rapport avec ces jeunes femmes. Alors avant de se lancer dans la procédure et le suivi personnel des couples, vous leur proposez une réunion d'information. De quoi est-il question à ce moment-là ? Quel est l'objectif de cette réunion ? Alors, tout d'abord, cette réunion, c'est presque une obligation médico-légale, puisqu'on est à une époque où on a le devoir, si vous voulez, d'informer les patients sur les procédures, qu'est-ce qu'on fait dans un laboratoire avec des spermatozoïdes, des ovocytes, et puis également comment se déroule le traitement des patients, parce que ce sont quand même des traitements qui sont parfois un peu lourds, comment ça va se dérouler, comment ça s'organise, quelles sont les choses auxquelles on peut s'attendre, et puis également quelles peuvent être les mauvaises surprises de nos traitements, parce que l'expérience montre qu'un patient
informé vit toujours mieux les choses quand ça doit se passer pas forcément de façon très classique. Parce qu'il peut effectivement y avoir des effets secondaires dans la prise de certains traitements. Il peut y avoir des effets secondaires et puis on peut aussi mettre en évidence au laboratoire certaines anomalies qui peuvent expliquer l'infertilité et en tout cas constituer une étape limitante dans la prise en charge, et c'est bien que les gens sachent à l'avance que ça peut arriver. Quelles sont aujourd'hui les causes principales de l'infertilité ? Alors, on a globalement 30% à peu près des infertilités sans cause évidente reconnue. Alors ça, c'est toujours une grande énigme pour les patients et pour nous aussi, bien entendu. Mais enfin, c'est quand même un tiers des infertilités. On a bien sûr les infertilités masculines, en gros, qui constituent 30% également. Les infertilités féminines, on retrouve les altérations des trompes, aussi certaines pathologies comme l'endométriose. Et puis très souvent, il y a un facteur chez les deux membres du couple. Là, on considère que dans plus de 60% des dossiers, il y a aussi bien un facteur masculin qu'un facteur féminin. Alors vous l'avez également évoqué dans le reportage, le suivi n'est pas seulement médical, c'est pas facile de gérer l'échec et vous pouvez proposer aux parents, s'ils en font la demande, d'être suivis par un psychologue. Tout à fait. Nous avons la chance ici d'avoir une psychologue qui est très professionnelle et très sensibilisée sur le sujet de l'infertilité. Et la prise en charge peut avoir lieu à toutes les étapes, c'est-à-dire en amont des traitements, pendant les traitements et puis malheureusement souvent aussi parce que c'est dur d'avoir fait beaucoup d'injections, d'avoir mis beaucoup d'énergie dans un traitement qui échoue. Et à cette étape-là, si vous voulez, bien sûr, nous, toute l'équipe, on est là, mais on n'est pas des professionnels de la psychologie, j'ai envie de dire, et c'est là que l'aide de notre psychologue sur place est extrêmement précieuse. Alors, lorsqu'une grossesse est lancée, que se passe-t-il vous travaillez encore avec les couples pendant combien de temps avant de les réorienter ? Alors, quand on a le premier test de grossesse positif, il va y avoir d'abord un suivi biologique, puisqu'au début, on ne peut rien voir. Et puis, la première grande étape magique, c'est l'échographie qui a lieu 5 semaines après l'insémination ou la ponction, où là, on va enfin voir ce qui se passe pour de vrai. Donc, on fait une échographie, on valide le fait que la patiente est enceinte, que la grossesse est évolutive. Et ensuite, j'ai envie de dire que c'est une grossesse qui va évoluer comme une grossesse obtenue spontanément. Et en fonction de la façon dont la patiente est arrivée chez nous, on va soit la réorienter vers notre correspondant qui nous l'avait envoyé, puisqu'il va suivre sa grossesse. Soit la patiente n'était pas adressée particulièrement par un confrère et elle habite pas très loin. Et à ce moment-là, bien sûr, on est toujours très heureux que la poursuite de la grossesse se fasse dans notre établissement. Parce que là, on peut vraiment dire qu'on a pris depuis le tout début jusqu'à la concrétisation de la naissance du bébé. Et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là, quoi. J'imagine que c'est une sacrée satisfaction ensuite pour vous, puis vous pouvez continuer à voir ces mamans. Merci, Dr Fiori, pour ces informations. Nous avons reçu beaucoup de questions des internautes. Nous allons en sélectionner quelques-unes pour nos intervenants. Je vois la question de Marie qui nous demande quelle est la durée moyenne d'un accouchement. Docteur Rouquet, c'est très variable, j'imagine. La durée est très variable. Si on parle de l'accouchement, à partir du moment où la patiente rentre en salle de travail, il y a parfois des patientes qui arrivent à des dilatations assez avancées, donc l'accouchement va être assez rapide, mais tout dépend aussi du nombre d'accouchements auparavant. Et quand on admet habituellement que pour un premier enfant, un travail qui dure en moyenne 8 heures est quelque chose, un ordre d'idée tout à fait acceptable. Nathalie, après avoir eu recours à la PMA pour un premier enfant, est-il possible d'avoir un enfant naturellement, Docteur Fiori ? Oui, tout à fait. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc c'est pour ça qu'après la naissance d'un bébé AMP, j'ai envie de dire, on recommande quand même au couple de prendre une contraception s'il ne souhaite pas de nouveau avoir un bébé immédiatement. Tout à fait, ça arrive régulièrement. Tant mieux. Clémentine, dans quelles circonstances doit-on déclencher un accouchement ? Alors il y a 2 types de déclenchements. Il y a les déclenchements qui sont d'indication médicale. Et ça, c'est l'équipe médicale, c'est l'obstétricien, éventuellement avec le pédiatre,
qui va décider de provoquer l'accouchement plus tôt, pour des raisons soit liées à une pathologie maternelle, hein, l'hypertension, le diabète, et il y aurait des risques pour que ce bébé de rester in utero, et donc on va anticiper la naissance, ou parce que la croissance de l'enfant est insuffisante, et à ce moment-là, il faut penser que cet enfant il est éventuellement fragile, et on veut ne pas le laisser jusqu'à la fin. Et puis il y a parfois des indications qui sont sans indication médicale, qui sont plutôt des indications de confort maternel, parce que les parents souhaitent organiser la naissance, parce qu'ils ont d'autres enfants, que le papa veut être là, et que les patientes souvent en ont un peu assez et qu'elles aimeraient bien ça peut accoucher. être possible, d'accord. Alors c'est possible, mais ça doit respecter un certain nombre de conditions, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas provoquer ces accouchements avant un certain terme, parce qu'on ne va pas provoquer une naissance trop avancée. Et puis il faut aussi penser que provoquer l'accouchement ne doit pas entraîner, par exemple, une césarienne, alors que ce n'est pas du tout prévu. Donc il y a des règles à respecter. Les sages-femmes, les obstétriciens connaissent bien ces règles-là. C'est essentiellement des conditions locales de l'accouchement qui vont, notamment l'ouverture du col, la descente du bébé. Bien sûr, il faut que le bébé se présente correctement. Si on respecte toutes ces règles-là, l'accouchement ne va pas être plus compliqué, ne va pas entraîner plus de pathologies, plus de césariennes. Voilà. Justement, Clémentine demandait également si un accouchement déclenché pouvait avoir des conséquences sur le bébé, docteur Quetal. À mon avis, non. Donc, on n'a pas vu de différence d'évolution des bébés, soit donc après un déclenchement ou un accouchement spontané. Ça, on n'a pas. Donc, en ce qui me concerne et tous mes collègues, dans tous les séminaires où on est passé, donc on n'a jamais déclaré qu'il y a donc des enfants plus performants ou perturbés ou par rapport en fonction de cet accouchement. D'accord. Il n'y a pas de. Très bien. Enfin, une dernière question de Christelle, je crois que c'est pour vous, Saba Comé, qui demande comment télécharger et obtenir l'application. Alors en fait, cette application qui est innovante, ça permet aux mamans de personnaliser leur suivi de grossesse. C'est une référente qui donne un lien à la patiente au moment de son inscription, qui lui permet par la suite de télécharger l'application sur un téléphone, smartphone, une tablette ou un PC. Pour l'instant, c'est une application qui est à l'état d'essai. Donc, c'est un groupe pilote de mamans volontaires, d'où la gratuité, et les modalités pourraient être amenées à évoluer par la suite. Ensuite, elle se téléchargera comme n'importe quelle application. Merci à vous tous d'avoir été présents sur ce plateau. Cette émission se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aux internautes d'avoir également participé via Twitter. Nous espérons que la grossesse et l'accouchement ici à la clinique des Noriers n'ont plus de secret pour vous et que ça vous a donné envie de faire des bébés et pourquoi pas de vous faire suivre ici. Sachez que cette émission, vous pourrez la retrouver en différé sur le site de la clinique et sur la plateforme norier-mater.tv. Merci à l'ensemble du personnel et des médecins de la maternité pour leur implication dans la réalisation de cette émission. Merci également aux mamans qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui malgré pour certaines leur grossesse avancée. Merci à notre partenaire, le magazine Family. Merci également à Fanny et Anne Villeneuve, responsable marketing et chargée de mission du groupe Védici, ainsi qu'à Amandine Bontemps, la directrice adjointe de la clinique des Noriers, et Pauline Doucet, responsable qualité pour toute l'organisation de cette émission. Enfin, merci à toute l'équipe technique de FMC Productions. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.